Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter Against the Dark Master. Alors, Against the Dark Master, c'est un jeu qui a été édité en anglais par Open-Ended Games et traduit en français par Leto, les éditions du Troisième Œil, et qui vient d'être livré aux souscripteurs et qui devrait être livré en boutique. Enfin, il ne devrait pas y en avoir beaucoup, attention, dans les prochains jours. Alors, Against the Dark Master, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, quand on voit effectivement ce lettrage, ça fait forcément penser aux plus vieux, je veux dire, oui, aux plus vieux d'entre nous, au lettrage de Rollmaster. Igor, va fermer la porte. Encore, maître? Ah, pauvre Igor. Bon, voilà, vous êtes tous là encore. Donc, ça fait penser au lettrage de Rollmaster, mais en fait, ce jeu n'est pas la reprise de Rollmaster, en fait, c'est la reprise du système de MERP, Middle Earth Role Playing, ou JRTM, le jeu de rôle des terres du milieu. Parce qu'en fait, c'est un système, et ce n'est qu'un système, hein, il n'y a pas de monde dans ce jeu, bien qu'il y ait quand même trois gros scénarios liés en campagne dedans, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà en gros pour la présentation. On peut y trouver pas mal de petites comment dire, de dessins hommages effectivement à MERP. Il y en a un peu, il y en a plusieurs, j'en ai repéré plusieurs. Je vais vous les montrer tout de suite et puis après on parlera du fond de ce jeu et qu'est-ce qu'il vaut. Enfin moi je sais ce qu'il vaut. Moi personnellement c'est le retour de mon système préféré, tout jeu confondu. Voilà, donc je vais vous montrer deux trois bricoles simplement parce que c'est rigolo au niveau des hommages qui ont été faits à JRTM à l'intérieur de ce livre. Alors, comme je le disais, en fait, dans cet ouvrage, en fait, nous avons plusieurs références directes à MERP au niveau des illustrations, et je voulais vous les montrer avant de vous parler d'autre chose, parce que bon, bah, moi, ça m'a bien fait plaisir de les retrouver. Donc, on peut commencer par celui-là. Cet orc, alors cet orc, c'est clair, cet orc, c'est celui-ci. C'est quasiment le même, c'est celui-là. C'est l'orque du module aux portes du Mordor. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons une fantastique, qui était une fantastique illustration d'Angus MacBride, qui est reprise dans le Royaume perdu de Cardolan, que j'ai ici, que je peux vous montrer là. Vous voyez, en gros, c'est les mêmes postures. Enfin bon, ça c'est vraiment un hommage à MERP directement. Et enfin, un dernier hommage, plus subtil celui-ci, c'est cette petite tortue. Alors, je ne vais pas vous dire à quoi ça fait référence. Vous me mettrez en commentaire si vous l'avez. Enfin bon, je pense que la plupart des gens qui connaissent Merplon, les autres ça va être plus compliqué, mais voilà. Donc la petite tortue, c'est une référence à Merp, mais laquelle? Donc voilà, en fait, nous avons pas mal, nous avons par exemple les créatures des Galgal dedans, ce genre de choses. Enfin bon, il y a pas mal d'hommages à Merp qui sont dedans, plus ou moins appuyés. Bien, bah voilà, c'était ce que je voulais vous montrer déjà sur les différents hommages à Merp. Je vais reprendre un peu sur la forme de ce livre. Donc en fait, nous savons, la présentation intérieure, c'est un blanc immaculé que je trouve très chouette. Bon, papier glacé, hein. Donc je ne vais pas insister là-dessus, mais en fait c'est tout en noir et blanc, avec un blanc éclatant, immaculé, c'est du plus bel effet. D'ailleurs en fait, juste pour vous donner deux mots sur la couve, alors, la couve VO ça n'a rien à voir, mais Leto avait proposé une première couverture en fait qui était toute blanche, avec un dessin d'un Seigneur des Ténèbres. Mais elle était toute blanche. Elle n'a pas eu l'approbation des joueurs qui l'ont un peu maltraitée. Du coup, en fait, Leto a commandé une nouvelle couverture, donc celle-ci. Et rétrospectivement, en ayant le livre en main, et l'intérieur, effectivement, avec ce blanc immaculé qui est vraiment très chouette, je pense, enfin pour moi, je pense que la couverture blanche aurait été du plus bel effet et aurait été une unité parfaite de ce livre. Bon, tout cas, c'est pas grave, nous avons quand même une superbe couverture. Donc là, c'est pareil, hein, le Seigneur des Ténèbres, un volcan derrière, une grosse masse. Vous pensez à ce que vous voulez.
Sinon, c'est un livre de 550 pages. Donc là, c'est uniquement un système. Alors, quand je vous dis système, 550 pages, ça va hurler. Enfin, pas tout à fait, parce que vous avez quand même une grosse... enfin, une campagne, enfin, divisée en 3 scénarios, si je me souviens bien. Et pas mal de conseils de jeu, de comment créer votre monde, parce qu'en fait, même si on n'a pas un monde dédié, on a comment créer un Seigneur des Ténèbres, comment créer votre monde, on a pas mal de conseils pour le maître de jeu, et ce qui gonfle effectivement la taille du bouquin. Quoi dire d'autre sur la forme? Bon, pas grand chose en fait. Si, les dessins à l'intérieur sont également superbes, c'est vraiment magnifique. Je vais vous faire un tout petit feuilletage rapide, histoire de vous montrer un peu la tête du contenu. Voilà, donc on passe un petit peu un petit feuilletage. Alors voilà, un petit feuilletage rapide pour vous montrer surtout je ne vais pas vous montrer vraiment pas le contenu, hein, là juste comment est présenté ce livre. Donc vous voyez, c'est un blanc éclatant comme ceci, hein, sur tout le livre, avec énormément d'illustrations qui sont vraiment très très chouettes. Alors, Heavy Metal, pourquoi? Je pense que l'auteur est un fan d'Heavy Metal, il y a différentes références dans l'ensemble du livre. Donc voilà, vous voyez quand même, là, sur la présentation en fait des ascendances, les dessins sont fantastiques, hein, c'est un noir et blanc absolument, enfin moi j'adore ce genre de dessin, hein, c'est vraiment superbe, vraiment superbe. Vous voyez quand même, vous voyez, au niveau illustration, il y a ce qu'il faut. Au niveau présentation, bah, c'est pas mal aussi, hein, c'est assez clair, ça se lit très rapidement, hein, enfin très rapidement, très facilement, en fait c'est bien écrit, présenté sur 2 colonnes, des tableaux clairs quand il y en a besoin, des petits rappels comme ceci, par-ci, par-là. Donc en fait voilà, là nous avons une feuille de personnage, ça c'est une feuille de personnage en fait exemple, et alors on trouve ça dans plusieurs jeux, mais pas dans tous, et en fait ça c'est pas mal, c'est-à-dire on vous remet une feuille de personnage vierge, avec effectivement un fond grisé, et pour chaque partie de la feuille de personnage, on vous dit à quoi aller, ou aller dans le livre qui font référence à cette partie. Et ça, c'est mine de rien, c'est pas mal. Vous voyez tout ça. Les sentiers de l'aventure, etc., etc. Donc voilà, donc au niveau de la présentation, c'est pas mal du tout. Hein. Enfin, c'est pas mal du tout, c'est super chouette. Hein. C'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors effectivement, c'est du noir et blanc, mais parfois le noir et blanc, c'est quand même... s'il est bien réalisé, c'est vraiment un truc super chouette. Et les dessins sont à peu près tous de la même qualité. Alors je ne sais pas si c'est le même dessinateur qui les a fait, mais en tout cas, on a une certaine unité, et ça c'est franchement agréable. Voilà, donc voilà pour le feuilletage très rapide. L'ombre ailée, Felbiste par exemple, hein, de Merp. Les ombres des Galgal que je vous disais, ça doit vous rappeler quelque chose. Voilà. Donc au niveau du contenu, c'est vraiment un sans faute pour ma part. Alors pour le fond, déjà on commence par une petite présentation. Alors il y a un truc rigolo déjà dans les conseils, la présentation de ce que c'est un jeu de rôle. On a les devoirs du maître de jeu et le devoir des joueurs. Et dans les devoirs des joueurs, il y a apporter les pizzas. Marrant. Donc en fait les personnages en fait sont vraiment définis par plusieurs caractéristiques, hein. Il y en a 6 si je me rappelle bien. Il y a la puissance, la coordination, l'endurance, l'esprit, et enfin la clairvoyance et l'allure. Ouais, c'est ça. Et en fait, ces caractéristiques, elles sont représentées comment? Alors, pour ceux qui ont joué à Merp ou dans Rollmaster, en fait, il y avait des caractéristiques qui étaient représentées sur entre 1 et 100, et on faisait référence à une table pour avoir le bonus. Donc là, en fait, on a simplifié tout ça, et donc du coup, la caractéristique, en fait, c'est le bonus. Donc vous pouvez avoir des compétences, c'est sur une valeur de 1 à 100, même en négatif d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir des compétences négatives qui vont vous apporter un malus à vos jets de dés. Voilà, donc bon, les caractéristiques, c'est un peu du classique. Après, nous avons les ascendances. Alors, les ascendances, c'est l'équivalent anciennement des races, on va dire.
Et donc les ascendances, en fait, vous en avez pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en avez? Vous en avez une dizaine, plus d'une dizaine. Hein. Vous avez le nain, le semi-homme, vous avez plusieurs races d'elfes. Vous avez le demi-orc, vous avez le Firbolg, Firbolg qui est un descendant des géants. Vous avez quoi d'autre? Vous avez le nain. Vous avez, enfin bon, il y a à peu près toutes les races classiques, en fait, les ascendances, excusez-moi, classiques que l'on peut trouver, en fait, dans la plupart des jeux d'Heroic Fantasy. Et ce qui va vous permettre au maître de jeu qui veut faire son propre monde d'inclure certaines ascendances ou pas. Les ascendances vont vous donner des bonus aux caractéristiques en fonction de leur fonction. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un personnage de quoi? Je vous montrerai un peu les personnages après, comment, en détail, quels sont les ascendances possibles. Alors, un personnage aussi, il est défini par sa vocation. Alors, sa vocation, ça pourrait être sa classe, hein, comme une classe de donjon, en gros son métier, mais en sachant que ce ne sont pas des classes complètement fermées. C'est-à-dire que quand vous allez monter de niveau, vous pouvez, un mage peut très bien apprendre à mettre une armure, un guerrier à lancer des sorts, etc., etc. Alors, sauf que, bien entendu, par rapport à votre vocation de départ, la montée de ces caractéristiques qui ne sont pas dans votre, on va dire, dans votre métier initial, vont vous coûter plus de points que quand ils le sont dedans. Donc en fait, c'est pas mal, moi j'aime bien, parce qu'en fait, ces types de vocations ne sont pas fermés. Hein, ça vous permet d'évoluer votre personnage sur un chemin un peu différent, comme vous le souhaitez par la suite. Bon, en sachant que ça va vous coûter plus de points, mais ça peut être intéressant au niveau histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre, en fait? Oui, c'est ça, la culture, oui. Alors, vos personnages sont définis aussi par une culture. C'est-à-dire la culture, alors la culture, ça peut être, vous venez d'une ville, vous venez d'un pays, vous venez d'un territoire sauvage, etc., etc. Et donc du coup, ça va jouer sur la création de votre personnage, hein, avec des avantages, des points en plus, etc., etc. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, vous allez jouer un humain, que ce soit un humain qui vienne d'une ville, ou un humain qui vienne des terres sauvages, bah, à la fin, vous n'aurez pas la même chose. Hein, donc il n'y a pas que l'ascendance qui va déterminer votre personnage, il va y avoir l'ascendance et la culture. Et ça, je trouve ça assez chouette. Quoi dire d'autre sur les personnages? Ils sont quoi encore? Ah oui, vous allez avoir un historique, hein, vous allez choisir un historique. Et en fait, surtout, après, mais ça j'en parlerai un peu plus dans le système, vous allez choisir des passions. Alors les passions, qu'est-ce que c'est? Enfin, les passions, ça va être, on le voit déjà dans d'autres jeux, hein, les passions, c'est en fait vos idéaux. Vous allez en choisir 3. Vous allez choisir 3 idéaux et vous avez, c'est comme ce qui va vous diriger la manière dont votre personnage va évoluer dans le monde. Hein. Par exemple, si je ne sais pas, un idéal, c'est... alors vous avez alors je ne sais plus, je raconte n'importe quoi, je vous le redirai après, mais vous avez ces idéaux. Et en fait, quand vous suivez ces idéaux, que vous mettez en danger ou pas, vous avez ce qu'on appelle des pulsions, et en fait, à chaque fois que vous avez des pulsions, en fait, enfin, la pulsion, ça va être quand vous vous mettez en danger pour respecter un de vos idéaux. Et quand vous vous mettez en danger, bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous gagnez des points de pulsion qui vont se cumuler, grosso modo, et qui vont vous donner des avantages dans la progression de votre personnage. J'en parlerai après, parce que ça, c'est pas mal du tout. En fait, au début, je me disais, bon, c'est pas grand-chose. Et puis, en fait, si, parce qu'en fait, ça vous donne pas mal d'avantages, et ça, quelque part, oblige peut-être un petit peu le joueur à jouer ses passions, qui autrement, en fait, sont parfois un peu oubliées. Voilà en gros pour la présentation en fait de la création de personnage. Alors bien sûr après vous avez des compétences. Alors les compétences c'est comme un Rolemaster, comme un MERP. En plus simple hein, sur la création des personnages, vous avez un certain nombre de points à dépenser, ça va vous donner des rangs. Chaque rang donne un bonus de 5. Alors on est
on est sur un système descend. Je reviendrai sur le système après, mais pour vous donner une idée, on est sur un système descend, donc on lance un descend et on ajoute la valeur d'une compétence. Voilà, donc en fait, cette compétence, elle va être liée à une caractéristique, le bonus de la caractéristique, ça c'est du classique, et à des rangs que vous avez investis, en fait, ou à la création de personnages, ou alors à la je ne vais pas dire montée de niveau, mais à l'expérience, en fait, de votre perso. Et chaque point, en fait, les 15 premiers points ou les 10 premiers points, je ne sais plus, vont vous donner un bonus de 5, justement, ce que je disais. Donc, grosso modo, pour vous donner une idée, donc effectivement, vous allez ajouter votre caractéristique, votre compétence et un descend, et on va voir si mais je reviendrai là-dessus plus tard. Mais voilà. Et donc, en fait, les compétences, là, par contre, on n'est pas dans le Rollmaster ou dans MERP, il y en a nettement moins. Je peux pas vous dire comme ça, mais il y en a nettement moins, en fait, c'est beaucoup plus digeste, du coup. Et ils ne vont pas perdre quand même les débutants. Du coup, certains diront moins riches, effectivement, que le master, on est bien d'accord, mais plus simple aussi, et un peu plus générique et plus facile d'utilisation. Voilà. En gros, ça, c'est pour toute la création des personnages. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu les personnages en détail sur le bouquin, et comme ça creusera un peu cette partie. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je vous parle un peu de la création des personnages un peu plus en détail. Donc là, vous avez déjà, vous voyez, dans le livre, effectivement, tout le déroulement tout le processus de création. Donc, vous allez déterminer vos caractéristiques, choisir une ascendance et une culture, choisir une vocation, l'historique et l'équipement, les attributs dérivés, etc. Et à la fin, effectivement, les passions, comme je vous disais, qui sont assez importantes. Donc les caractéristiques, voilà, vous avez la puissance, la coordination, l'endurance, l'esprit, et également la clairvoyance et l'allure. Comment on gère des caractéristiques? En gros, où on répartit des points, où on tire sur une table. Voilà, en fait, votre compétence en tirant sur une table peut aller, en gros, de moins 20 à plus 35. Vous voyez, en fait, c'est un bonus, votre compétence. Contrairement à beaucoup de jeux qui sont une valeur, dont un bonus est dérivé. Et là, c'est un bonus directement, ce qui est pas mal, en fait. Donc, les ascendances. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a pas mal. Il y a le nain. Donc, on va les feuilleter, ce sera plus simple. L'humain standard. Alors, le premier homme, qui dit... Alors, le premier homme, voilà, c'est un humain un peu plus balèze que l'humain normal. On va dire que si ça peut vous rappeler les Dunadins ou les Numénoréens, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, à chaque fois, en fait, les classes ont un bonus, en fait, sur les caractéristiques, et ils ont quelques traits spéciaux. Et des cultures suggérées, mais on va venir après. Donc, le nain, toujours, en fait, ces dessins qui sont vraiment très chouettes. Donc, le semi-homme, le hobbit, grosso modo, le demi-elfe. Ce casque vous rappellera quelque chose, c'est sûr. Après, nous avons différents types d'elfes. Donc, les elfes d'argent, les elfes du crépuscule, les elfes des étoiles, ça c'est autre chose. Et voilà, donc en fait vous avez différents types d'elfes, voilà, ok. Les anneaux. Les sauvageons, donc en fait un peu des hommes sauvages, en fait, des cultures primitives, on va dire. Les orques. Vous pouvez jouer des orques éventuellement, donc ça va dépendre en fait de la vision du monde, du maître de jeu, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire jouer et comment il a l'intention de rentrer tout ça. Le demi-orc, et même le troll, vous pouvez même jouer un troll. Le troll de pierre, le firbolg, donc effectivement avec un destin funeste, ils sont un peu maudits comme race, et donc vous avez un petit truc particulier pour eux. Donc là, on en revient aux cultures. Alors, c'est ce que je vous disais, les cultures, donc vous avez terre gelée, cité, profondeur, sable, etc., campagne, plaine, mer, qui vont vous donner des compétences culturelles en fonction de ce que vous avez choisi. Et donc, du coup, effectivement, vous pouvez jouer un homme ou un elfe qui vient d'un endroit différent, et donc il y aura des bonus différents. Et donc là, en fait, vous voyez, vous avez les compétences, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple que les jeux, que les ancêtres de ce jeu-là.
Là, vous voulez, si vous voulez, vous avez une table d'ascendance en fait et aléatoire. Hein, si vous voulez, en fonction, si vous avez un nain, bah, vous allez lancer pour savoir d'où il vient, ou vous choisissez. Hein, mais bon, là, il y a une proposition de table aléatoire si vous ne savez vraiment pas. Et en fonction de la culture, en fait, vous avez un niveau de richesse et vous avez une dotation d'équipement au départ. Voilà. Donc là, effectivement, on reprend chaque culture et puis on la détaille. Vous voyez, c'est pas juste un mot. On vous explique quand même et moi je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est les différentes cultures. On va passer rapidement. Alors, ensuite nous avons les vocations. Alors comme je disais, les vocations c'est plus une classe. Alors peut-être des classes un peu ouvertes, mais quand même des classes. Donc les vocations, qu'est-ce qu'on a? On a le guerrier, le roubard, le sorcier, l'animiste, le touche-à-tout et le champion. Voilà, donc et là, on reprend à chaque fois. Et là, vous avez des points d'évolution. En fait, ça va être des points de création qui vont vous permettre de choisir les différentes compétences qui sont plus ou moins chères, effectivement. Hein, par exemple, au combat, un guerrier a 5 points de création. Au combat, un roublard en a que 3, etc. Le touche-à-tout, le champion, etc. Il y a une option, effectivement, dans le jeu, on vous explique que vous ne voulez pas jouer de magie, bah, vous jouez aucune classe qui utilise la magie. Par contre, il y a une classe... Alors, ils ne l'ont pas mis avec, elle est un peu plus loin. Il y a une classe supplémentaire qui est un peu un sage, qui n'a pas d'accès à la magie, et donc qui permet effectivement de faire un jeu sans magie, sans du tout, sans aucune magie. Là, nous arrivons aux compétences. Donc, les compétences, je vous ai montré, voilà, il n'y en a pas tant que ça. Elles sont basées sur une caractéristique, hein, puissance, coordination, etc. Voilà, donc là vous avez toute l'explication des compétences, on va passer rapidement, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors sachant que pour chaque compétence, vous voyez par exemple chant et compte, par exemple, vous avez, vous avez des suggestions de bonus ou de malus pour le maître de jeu en fonction de ce qu'il veut faire. Par exemple, divertir la cour d'un seigneur elfique, c'est extrêmement difficile et vous avez 40 de malus pour réussir votre jeu. On verra après comment on réussit ou on rate des jeux. L'historique, bon, ben voilà, vous avez l'historique, donc défenseur assermenté, fortuné, ça vous rappelle un peu l'historique, en fait, les historiques qu'on peut avoir dans Donjon. Hein. Avec une description succincte et des points d'historique, en fait, en fonction de votre historique. Voilà. Ces options, voilà, etc., etc. Donc ça permet toujours de façonner votre personnage. Donc c'est assez complet à ce niveau-là. Et en fait, bon, les touches finales, bon, je vais passer parce qu'en fait, ça c'est vraiment technique. Par contre, j'aimerais vous parler des passions. Alors, vous allez choisir en fait 3 passions. Vous allez votre nature, c'est la façon dont le personnage se comporte dans la plupart des situations. Votre allégeance, à qui le personnage est loyal, et votre motivation, ce qui pousse votre personnage à aller vers l'avant. Donc là, en fait, vous allez choisir 3 passions qui vont être un texte hein, que vous mettez. Donc là, il y a quelques exemples. Je découvrirai la légendaire épée de ta ou ta et je prouverai que je suis digne de la brandir. Je réclamerai la couronne du royaume, etc. Donc en fait, vous allez choisir en fait des passions comme ça. Et les passions, en fait, vont vous donner des points de pulsion quand vous vous mettez en danger comment dire, dans le cadre d'une de vos passions. Par exemple, je suis loyal au roi jusqu'à la mort. Le roi est attaqué par des assassins. Vous allez, même s'ils sont 10, vous allez vous dresser contre eux. Donc vous allez vous mettre en danger. Ça va vous donner des points de pulsion qui vont vous donner, en fait, que vous allez pouvoir dépenser. Et en fonction de ce que vous dépensez, ça va vous donner des bonus. Mais pas que ça, parce que ça va vous donner aussi, mais j'en parlerai un peu plus tard, pour les voies héroïques. D'ailleurs, on y arrive. En fait, vous avez des jalons. À chaque fois que vous avez des points de pulsion, vous les stockez, ils ne peuvent pas être perdus. Et vous avez en fait des jalons, c'est-à-dire, alors je ne sais plus au bout de combien de points, peut-être 10, oui. C'est chaque tranche de 10 points va vous donner un truc dans votre voie héroïque et va vous augmenter votre personnage vers en fait... son destin héroïque. Hein, par exemple, améliorer un objet qu'il transporte en lien avec ses passions, bah voilà, ça va être un jalon. Augmenter une caractéristique, ça va être un jalon de 5 points permanents, c'est énorme. Hein. Voilà. Donc en fait, ça c'est pas mal. J'aime bien le système des voies héroïques et des pulsions. À voir ce que ça donne en jeu, parce que je n'ai encore pas joué à Games of Dark Master, j'ai énormément joué à MERP, mais pas à celui-là. Donc voilà, donc en fait, ça c'est pas mal. J'aime bien le système des voies héroïques et des pulsions. À voir ce que ça donne en jeu, parce que je n'ai encore pas joué à Games of Dark Master, j'ai énormément joué à MERP, mais pas à celui-là.
Et en fait, ces jalons et ces voies héroïques, tout ça, c'est nouveau. Et je trouve qu'à la lecture, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, vous avez l'évolution, hein, je ne vais pas y aller là-dessus. Donc en gros, voilà, ça c'était pour la création du personnage. Alors maintenant, comment on joue, hein. Donc, comme je vous ai dit, en fait, c'est inspiré du système, enfin, c'est pas inspiré, c'est une évolution du système de Merck Roadmaster. Alors, comment on joue? Donc, en fait, votre compétence, vous avez des compétences. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, ça va être un certain nombre de bonus, hein, qui peuvent monter assez haut. Donc, en fait, voilà, vous allez donc lancer, en fait, un des 100. Et avec une particularité, c'est que quand vous avez lancé un des 100, ce des 100 est open-ended, ou alors, comme on dit maintenant, explosif. Je ne sais plus comment ils ont dit dans le bouquin. Mais à partir de 96 ou 100, vous relancez un des 100, vous l'ajoutez à votre score du dé précédent, et si vous refaites 96, vous relancez, etc. Vous avez aussi la contrepartie, quand vous faites entre 1 et 5, donc ça, c'est pas bon. Vous relancez un dé 100 et vous soustrayez. Et si vous refaites 96 ou 100, vous relancez un dé 100 et vous soustrayez. Donc en fait, vous allez arriver dans un panel assez large de résultats éventuels. Et en sachant que pour réussir une action, donc en fait, le maître de jeu va peut-être vous demander une action avec un malus, comme j'ai montré tout à l'heure, si l'action est compliquée à réaliser. Et donc en fait, le somme de ces dés 100 lancés plus les valeurs de votre compétence, de votre compétence. En fait, si vous faites 75 ou plus, c'est une réussite, alors déjà partielle, hein, plus vous montez, plus elle va être totale, voire critique. Si c'est en dessous, ça va être un échec, et si vous êtes très bas, ça va être même un échec critique. Et en gros, c'est tout. Donc en fait, les résolutions d'action sont quand même relativement simples, et voilà. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 75, c'est un succès. Après, vous, effectivement, comme je disais, en fonction du résultat, ça va être plus ou moins un succès partiel. Mais 75, c'est la règle. Au-dessus, c'est réussi. Voilà. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ce système abominable. D'ailleurs, quelques youtubeurs avaient sorti que c'était un système totalement effroyable pour Merck. Bon, les gars, un des 100 plus une caractéristique, ça ne me semble pas insurmontable. Donc ça, c'est pour la résolution d'une action standard. Alors, par contre, là, je vais vous parler du combat. Et pour moi, le combat, c'est ce qui fait briller ce jeu. Ce qui fait briller ce système et qui fait que ce système, pour moi, est mon système préféré. En tout cas, c'est mon avis d'Amois. Alors, sur un combat, en fait, vous avez une valeur d'attaque qui va être votre niveau de compétence, et vous allez avoir compétence en armes, hein, bien entendu, et vous allez avoir une valeur de défense qui va être un peu votre coordination, plus une armure que vous avez sur le dos ou que vous n'avez pas, avec des bonus avec le bouclier ou pas. Donc ça, vous avez une valeur d'attaque et une valeur de défense. Là où la plupart des jeux se limitent à faire pum, 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 chacun je tape, tu tapes, je tape, tu tapes, et à la fin avoir celui qui arrive à 0 a perdu, et sans rien pouvoir faire. Hein, dans Donjon c'est simple, il n'y a pas du tout de parade, hein, on fait au-dessus de la classe d'armure, et ça me fait penser un peu à l'épreuve des clous dans Fort Boyard. Bon, hein, c'est un peu ça quand même. Là, pas du tout. Là, en fait, alors, dans d'autres jeux, vous avez aussi des systèmes de défense, comme le système de Chaosium, où vous avez une valeur de pourcentage en parade. Bon, ok, ça c'est des avantages et c'est des désavantages. Là, par contre, votre parade, vous allez la choisir. C'est-à-dire, vous pouvez mettre des points d'attaque pour les mettre en défense. Dans ce cas-là, vous allez moins attaquer, mais vous allez plus vous protéger. Et ça, je trouve que ça, laisser le choix au joueur sur son attaque, hein, par exemple, vous avez un gros monstre qui vous arrive dessus, vous mettez tout en défense, vous dites, mes points d'attaque, je prends tout, je mets tout en défense, j'essaye de parer complètement son coup. Alors, comment ça se résout après? Donc vous allez lancer un dé 100 qui est open-ended, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez ajouter votre valeur d'attaque et vous allez soustraire la valeur de défense de votre adversaire. Et là, vous allez consulter une table. Oh putain, une table. Oui, consulter une table qui va vous donner un certain nombre de points de vie à soustraire et éventuellement une table de critique.
si le jet de dés a été assez haut. Et la table de critique, en fait, vous allez lancer un dé 100 et ça va vous donner un effet critique sur votre attaque. Et voilà. Et en gros, c'est tout. Donc, je vais vous montrer un peu les tables, comment ça fonctionne. Moi, j'aime beaucoup, hein, j'aime vraiment beaucoup, parce que en fait, moi, je trouve que c'est dynamique. Les tables de critique apportent vraiment un réel plus au niveau du visuel, du rendu cinématographique. Alors, bien entendu, ça demande un petit peu plus d'effort que de lancer un dé 20 et puis des points de dégâts. Hein. En gros, là, on lance un dé 100 et on lance éventuellement un dé critique. D'ailleurs, en fait, vous lancez 2 dés. Hein. On ne sait pas, 50 millions de plus. Voilà, je vais vous montrer un peu ça à ce niveau-là, et puis une petite curiosité au passage. Voilà, donc je parlais des tables de combat, les voilà. Donc, vous voyez, vous avez une table pour les armes tranchantes, une table pour les armes contondantes, une table pour les armes à distance, table non armée, les tables d'attaque pour les sorts de zone, les tables d'attaque pour les sorts de projectiles, et les tables d'attaque pour les bêtes. Bon, en fonction de l'attaque, vous allez donc... Enfin, c'est pas en fonction de l'attaque. Vous allez lancer un dé 100. Vous allez ajouter votre valeur votre bonus de combat, comme je disais tout à l'heure, et vous allez soustraire le bonus de défense de l'adversaire. Et vous allez consulter, admettons que vous ayez une épée, en fait, vous allez consulter en fait la table des armes tranchantes, le chiffre que vous avez fait, et en fonction de l'armure portée par l'adversaire. Donc là, nous avons une colonne pas d'armure, armure légère, armure moyenne et armure lourde. Et en fait, vous avez deux types de résultats possibles, où 0, c'est raté. Un chiffre, c'est le nombre de points de vie perdus. Et un chiffre avec un trigramme. Alors, le trigramme, c'est superficiel, léger, modéré ou grave. Et ça va vous dire, vous allez me tirer un critique, en fait, qui va être modéré, léger ou grave sur la table des critiques. Bon. Et les tables de critique, elles sont là. Alors, par exemple, critique de taille, voilà, vous allez lancer un dé 100. Et là, vous voyez, alors, c'est pas comme un Rollmaster, il n'y a pas de table A, B, C, D, E. Il y a simplement une seule table pour les critiques. C'est comme, en fait, c'est le principe de MERP. Et en sachant que... alors non, c'était pas tout à fait pareil, MERP. Donc, en fait, ici, vous lancez un dé 100, plus... En sachant que votre critique qui est derrière va vous donner un bonus ou un malus, critique, n'importe quoi, Fred, votre type de critique va vous donner un bonus ou un malus, quoi, je sais plus, j'ai un doute là maintenant. Enfin, vous allez lancer un dé 100, qui est un open-ended, ça c'est clair. Et en fait, en fonction, si c'est un coup critique superficiel, vous ne pouvez pas avoir plus de 100 de réussite. Si c'est un coup de critique léger, vous montez à 110, puis 120, puis 130, jusqu'à 150. Et vous avez le résultat. Avec toujours une petite description. Par exemple, vous entraillez la poitrine, la cible prend 3 points de dégâts en plus, elle saigne, donc ça veut dire qu'elle va perdre 1 point de vie par round, donc tous les rounds suivants, et ça c'est cumulatif. Hein. Et elle va avoir moins 5 aux actions, c'est-à-dire que elle aura moins 5 à ses jets de dés pour toute activité physique tant que la blessure n'est pas soignée. Donc, et donc là, bien sûr, vous pouvez vous portez un coup puissant dans la poitrine de la cible. Si la cible porte une armure de métal, ce qui se passe, elle est à terre, sonnée, elle ne peut plus parer, elle a moins 30 d'action, et c'est très mal. Et ça, c'est très, très cinématographique. Et pour moi, c'est un faiseur de souvenirs. On a déjà eu le cas dans une partie où, effectivement, le grand méchant de l'histoire est assis sur son trône, et puis l'elfe décoche une flèche, fait un critique terrifiant, la flèche se plante dans le crâne de son adversaire, et il est mort. Et voilà, le grand méchant est mort sur son trône, il n'a rien pu faire. Et ça, mine de rien, 30 ans après, on s'en souvient. Voilà. Donc, enfin, moi, personnellement, j'adore ce système, donc c'est pas moi qui vais en dire du mal. Voilà. Ah oui, par contre, il y a un truc sympa que j'aime beaucoup pour les fumbles. On revient sur ma tortue, là. Alors, pour les fumbles, dans MERP, ou dans Rollmaster, vous aviez une table de fumble où vous lancez un dé 100, et puis ça vous donnait un résultat. Là, en fait, pas du tout. Vous lancez un dé 100, alors bien sûr, plus le fumble est haut, moins c'est bien, mais en fait, vous allez choisir en fait ce que vous-même la résolution du fumble. Par exemple, là, si vous faites entre 76 et 100,
vous avez deux choix possibles. Vous lâchez votre arme ou vous subissez un coup critique superficiel. Et ça va être au joueur, en fait, de choisir. Là, par exemple, il doit choisir une proposition parmi ces deux propositions. Si c'est plus, par exemple, 126-150, le personnage est sonné et choisit deux propositions parmi lâcher son arme, subir un coup critique, infliger un coup critique à un allié proche ou briser son arme. Donc en fait, le fumble, ça va être un choix du joueur en fonction de la gravité en fait, de l'échec. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ça, c'est pour le combat d'une manière générale, sans vraiment trop rentrer dans les détails, mais ça vous donne une bonne idée de ce que c'est. Alors, je vous parlais d'une petite curiosité. Alors, je vais vous montrer. Donc là, vous avez donc les tables, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je prends l'écran du jeu d'eau de JRTM, sur lequel il y a les tables, et on va mettre ça à côté. Et regardez, si je prends par exemple la ligne 91-95 qui est ici. Alors bon, dans JRTM, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 types d'armure. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. En fait, c'est la colonne de cuir souple qui a disparu. Et si vous regardez bien, alors elle se lisait dans l'autre sens. Hein. Sans armure, 11 dégâts légers, 11B. 9 superficiel, 9A, 8 et 6. Et en fait, les tables de Against the Dark Master sont exactement les mêmes, au point près, des tables de MERP. Alors, sauf qu'elles vont un peu plus loin, vous voyez, ça c'était 171, 175 pour Against the Dark Master, et MERP s'arrêtait à 146, 150. Mais enfin, c'est assez drôle parce qu'en fait, voilà, si on prend 146, 150 par exemple, voilà, là on a 30, 30E, 30E, 22E, 22E, 18E, 12E. C'est les mêmes. Sauf que là, elle n'est pas létale, vous voyez. C'est la seule différence. Autrement, c'est les mêmes. Exactement les mêmes. Bon voilà, c'était juste une petite curiosité à vous montrer. Voilà, c'est tout. Bon, je vais vous passer le détail sur les soins et tout ça. En gros, il faut savoir que si votre personnage arrive à moins 50 points de vie, grosso modo, il est mort. Que par contre, il peut mourir net sur un coup critique. Le combat, c'est mal, ça fait mal. Un coup d'épée dans la gueule, ça peut très vite mal tourner. Bien, alors dans le jeu, on a aussi un système de magie. Système de magie, vous avez en fait des points de magie. Vous avez des listes de sorts, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, ce sont des listes de sorts, et vous en avez certaines qui sont réservées à une ascendance ou même réservées à une vocation. Hein, autrement, en dehors de ça, en fait, n'importe quel sorcier peut apprendre n'importe quelle liste de sorts. Donc les listes de sorts sont diverses et variées. Vous avez en fait 10 niveaux vous avez dans chaque tradition des sorts de niveau 1 à 10. Hein, donc on appelle ça l'amplitude. Pourquoi? Parce qu'en fait un personnage, en gros, ne peut pas lancer des sorts au-dessus de son niveau, et son niveau, il va jusqu'au niveau, on va jusqu'au niveau 10 dans ce jeu pour un personnage. Donc, alors là c'est pareil, vous allez lancer un dé 100, en fait, plus votre niveau de compétence en magie, et vous allez voir si ça fonctionne. Alors, en sachant que c'est un peu différent, donc c'est pareil, hein, il faut dépasser, alors je ne sais plus si c'est 75 ou quoi dans le cadre de la magie, mais plus vous réussissez haut, plus la difficulté en fait de sauvegarde là, du sort, s'il y a une sauvegarde du sort, plus elle va être difficile à atteindre pour votre cible. Et donc ça va moduler en fait votre réussite ou votre échec en fonction de la qualité de votre succès. Vous avez aussi les échecs critiques de sorts. Bon, voilà, ça c'est mal. Hein. Je vous montrerai. C'est pareil, c'est comme le combat. Si je ne me trompe pas, on va vérifier après. Mais c'est comme le combat. Je crois qu'on fait un choix en fait du fumble qu'on applique. Et le dernier truc, c'est un truc que je trouve vraiment bien foutu, enfin vraiment bien trouvé, c'est ce qu'on appelle la résonance. Quand vous lancez un sort, si vous faites un double sur votre dé, en fait, vous risquez d'attirer l'attention du Seigneur des Ténèbres.
Et là, bah, vous lancez un dé sur une table et ça peut aller jusqu'à... Il envoie un de ses principaux lieutenants vous faire la peau. Et ça, c'est pas mal. Ça me rappelle un peu... Ça pourrait être très utilisable dans Midnight, par exemple, dans un environnement comme ça, hein, où la magie est interdite et peut être détectée. Donc là, elle est détectée, mais avec une certaine condition, hein, sur un jet avec un double effectué, quoi. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne idée en fait au niveau pour intégrer en fait la menace du Seigneur des Ténèbres qui est là. Voilà, je vous montre un peu les listes de sorts rapidement et puis ces deux trois bricoles et puis on passera après à la suite de ce qu'on a en fait au niveau divers, au niveau des règles diverses et du bestiaire de ce livre de base. Alors la magie. La magie, comme je disais, en fait, vous avez des points de magie, hein, donc qui vont augmenter avec la progression de votre perso. Donc vous allez pouvoir faire de l'incantation rapide ou pas, etc. Bon, c'est un peu classique. Hein, on est bien d'accord. Et donc en fait, vous allez lancer un dé 100, comme je disais tout à l'heure. Donc vous voyez, avec des modificateurs, enfin en fonction de la distance de la cible, et si vous faites un sort improvisé ou pas, etc. Et donc, en fait, le résultat de votre dé 100 est à lire sur cette table. Donc, en fait, à partir de 51, enfin, à partir de 26, c'est une réussite partielle. Mais donc, il a un effet moindre que ce qu'il aurait dû avoir. À partir de 51, c'est une réussite totale, avec un jet de sauvegarde pour votre adversaire, qui plus vous réussissez, plus le jet de sauvegarde est difficile. Hein. Par exemple, le jet de sauvegarde, alors c'est modifié avec des carrés, des compétences. Hein. Je ne vais pas vous faire le détail, je ne suis pas là pour vous faire un tuto complet du système. Mais en gros, il va, par exemple, si vous faites 100, eh ben, il va falloir que votre adversaire, avec un dé 100 plus sa valeur de sauvegarde, vous fasse 70 pour résister à votre sort. Et si vous faites un succès extraordinaire, je ne sais pas si vous le voyez, là, bah, c'est 150. Donc là, ça va être très compliqué à résister à la puissance de votre sort. Donc ça, vous avez l'étape d'incantation. Vous savez, c'est ce que je disais là. Donc là, par exemple, vous avez la résonance magique. Alors la résonance magique, voilà, donc quand vous faites 11, 22, etc., en fonction de à quel endroit vous êtes pour que vous avez lancé votre sort. Hein, si vous êtes, en gros, si vous lancez un sort d'attaque et que vous êtes dans une terre sombre, en fait, vous lancez un dé 100 sur cette table avec plus 40. Et alors, on a plusieurs effets sur la résonance magique. Rien, il ne se passe rien. Jusqu'à, effectivement, attention, donc le maître des ténèbres devient conscient de la position approximative du mage. 100 ou plus lieutenant, le personnage a été trouvé par un serviteur très puissant du maître des ténèbres et ce dernier l'a envoyé pour le corrompre ou le détruire. Voilà. Donc en fait la magie a quand même, chaque fois que vous l'utilisez, vous avez une chance d'être repéré par le grand méchant et ça peut mal tourner. Je vous passe les saturations d'incantation, etc. Les sorts en gros ils sont où les sorts, bah voilà, vous avez des listes de sorts. Hein, donc on ne va pas faire le détail, mais à chaque fois donc qui ont une amplitude, là on appelle ça amplitude ici, et puis à chaque fois alors, en sachant que vous pouvez lancer un sort en décidant qu'il est plus balèze, donc en fait vous le lancez avec une amplitude supérieure. Et en gros un point d'amplitude égale un point de magie consommé. Quand vous en avez plus, vous ne pouvez plus lancer de sort, il faut attendre le lendemain. Voilà. Grosso modo c'est ça. Donc en fait vous avez un certain nombre de listes de sorts. Par exemple, alors, sort de guérison, hein, il n'y a pas de clair, par exemple, à proprement dit, comme dans Donjon. Hein, n'importe quel mage peut lancer sort de guérison. Enfin, voilà. Les glyphes, etc., etc. Donc là, on est à peu près, on couvre à peu près le panel habituel de ce qu'on peut avoir dans un monde d'heroic fantasy. Voilà, en gros, pour les sorts, et moi, j'aime beaucoup ces principes de résonance. Alors voilà, donc je vous ai parlé de la magie, des combats. Alors je suis pas trop content de ma petite présentation sur le combat. Il faudrait peut-être que je vous fasse un petit tuto un peu plus détaillé. Bon, je vous ai donné un peu le fonctionnement général. Alors pareil pour la magie, je suis resté un peu vague, mais bon, voilà, ça vous donne au moins une idée de tout ce qu'il y a dedans. En sachant donc il y a quand même un tas de petites règles dedans qui sont intéressantes à mettre en place ou pas, hein, c'est vous qui allez décider, parce que c'est une boîte à outils avant tout, hein, vous allez en faire ce que vous voulez. Donc vous avez règles pour les voyages,
Alors, on n'est pas comme dans l'anneau unique à compter par hexagone, hein, mais vous allez pouvoir tirer des événements sur les tables de voyage, vous allez pouvoir créer des refuges pour vos héros, vous allez pouvoir... vous avez le niveau de richesse, en fait, les richesses sont... C'est très abstractif, non, c'est très abstrait, invente des mots, Fred. C'est très abstrait, et en fait, vous avez un niveau de richesse, et en fonction de ce que vous achetez, de ce que vous trouvez comme trésor, votre niveau de richesse fluctue. C'est pas trop mal parce qu'en fait, du coup, vous n'êtes pas obligé de, comment dire, de noter j'ai gagné 390 pièces d'or, 50 pièces de cuivre, etc. Non, là, non, on a des niveaux de richesse. Alors, on a des objets magiques qui vont avoir des bonus, des malus. On a même les épées ou les armes tueuses, par exemple, une arme tueuse de gobelin. Qu'est-ce qu'elle va faire? À chaque fois que vous faites un critique, c'est un critique létal. Donc elle n'est pas le... Alors, il faut quand même que je retrouve ça, parce que j'ai quand même un gros doute sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Désolé, option de combat, on s'en fout, on s'en fout. Parade, j'ai déjà fait. Table d'attaque. La sévérité du coup critique. Coup critique. Voilà, oui, c'est ça. Ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, un coup critique, par exemple létal, vous allez lancer un dé 100 sur la table des coups critiques, mais votre coup critique létal, il a plus 50. Voilà. Donc en fait, les armes tueuses, par exemple, ils vont toujours faire un coup critique létal. Donc il y aura plus 50. Donc les coups critiques légers, je ne sais plus, c'est 0. Et vous êtes capé en fait dans la table. Et le coup critique létal, c'est plus 50, c'est le maximum. Alors bien sûr, entre on a modéré ou grave, qui vont vous donner plus de bonus et aller un peu plus loin dans la table et dans les dégâts que vous infligez. Voilà. Oui, donc en fait, dans toutes les règles particulières, effectivement, cette notion de voyage, cette notion de richesse, et aussi, en fait, beaucoup de conseils pour le maître de jeu, pour créer son propre maître des ténèbres. Vous avez même des tables pour lui donner un nom. Si vous êtes en panne d'inspiration, et en fait, c'est vraiment très développé pour créer votre grand méchant, en fait, de votre monde ou de votre campagne. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Peut-être un peu la gamme, quand même. Alors, pour l'instant, la gamme est limitée au livre de base. Et par contre, les taux avaient fourni avec les Kickstarter, en fait, un petit recueil en fait qui normalement doit être vendu aussi, il est vendu 10 balles en plus. Et qu'est-ce qu'on a dedans? En fait, on a toutes les tables en fait du livre. Donc ça, je vais vous le montrer, c'est quand même bien pratique pour avoir une référence en jeu sans être obligé d'aller chercher dans le livre de base. Et vous avez un écran, alors que personnellement, avec le reflet, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Alors vous avez un écran qui est tout simplement, moi j'aime beaucoup, alors peut-être un peu sombre, mais voilà, donc en fait cette illustration, c'est un Nazgûl, il faut être très clair, c'est un Nazgûl. D'ailleurs à propos de Nazgûl, je ne vous ai pas montré, oui je pars un peu dans tous les sens, et je ne vous ai pas montré le bestiaire, je vais faire ça tout de suite. Alors, avant de vous parler du bestiaire, je voulais vous montrer effectivement dans le livre 3, les récits de légende, c'est effectivement tous les conseils, comment créer votre campagne, vous voyez, la campagne, préparer une campagne, le cadre de campagne, donc ça c'est pas mal, ça met bien le maître de jeu en fait dans, ça lui présente la manière dont il doit s'y prendre pour créer une campagne dans ce jeu. Donc là, vous avez effectivement, vous voyez, par exemple, des aides des tables pour les bizarreries pour les PNG. Par exemple, un PNJ, il s'habille en monochrome, ça leur va lui donner une petite touche un peu rigolote. Une table de création rapide d'adversaires, les points de vie de base des adversaires, etc. Donc en fait, vous avez quand même pas mal de trucs, vous voyez, table de réaction, en fait, en fonction de votre aura. Voilà. Ces dessins sont vraiment très chouettes. Voilà. Le maître des ténèbres, tout un chapitre en fait pour créer votre maître des ténèbres, en gros son nom, qu'est-ce qu'il cherche, les serviteurs qu'il a, son repère, des trucs spéciaux pour le bon, voilà,
avec un 51 moins, votre cœur s'arrête de battre contre la peur. Oui, c'est mal. Voilà, donc en fait, le maître de guerre est sournois, le maître de guerre sournois, vous avez... et là, on vous propose des exemples en fait de maîtres des ténèbres, le roi cornu, la reine sorcière, le sanglant seigneur de guerre, etc., etc. Et la magie noire, en fait, des tables de magie particulières pour le mal. Allez, comment si, oui. Donc là, vous avez effectivement, si vous retrouvez là, c'est mal. Voilà, donc maîtrise du jeu. Bon, je vais passer les détails, qu'est-ce qui se passe à la mort d'un personnage, comment la gérer, etc., etc. Introduire des nouveaux personnages, les batailles et les guerres. Vous voyez, c'est assez complet quand même, hein, c'est vraiment complet. Donc je ne vais pas revenir sur les niveaux de richesse ou ce genre de choses, hein, à moins que s'il y a quelqu'un qui me demande de le faire, je répondrai. Les récompenses. Bon. Maintenant, je vais vous montrer un peu le bestiaire. Donc le bestiaire, qu'est-ce qu'on a effectivement donc on a un tas de bestiaux, hein, les aigles géants, les araignées géantes, arbres éveillés, les ents. Hein, donc les bêtes sauvages, hein, différentes bêtes sauvages hein, que vous pouvez avoir, de l'ours au cheval de guerre à la vipère, les bonnets rouges, on dirait des gobelins, je ne sais pas ce que c'est, petite minute, c'est un peu particulier ça. Bogart, le cauchemar, donc le fameux cheval, les démons, voyez, vous avez quand même pas mal vous avez de quoi vous amuser vos aventuriers. Et vous avez quand même, c'est assez fourni, hein. On n'en a pas deux, trois, on en a pas mal, et toujours avec ces dessins qui sont vraiment extraordinaires. L'humain malfaisant, alors je ne sais pas pour vous, mais moi le chevalier noir, il me fait bien penser quand même à un Nazgûl, hein, ici. Hein. Le laquais mort-vivant, l'ombre ailée, alors la felbiste, hein, comme on avait en fait la créature des Nazgûl, les ombres des Galgal, les orques, etc., etc., etc. Vous en avez comme ça quand même un nombre assez... les wargs, assez intéressant. Le grimoire, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Voilà en gros pour le bestiaire. Donc là, voilà, donc ce qui avait été livré avec le Kickstarter, donc qui est vendu à part, comme dit, pour 10 euros, comme je vous disais, vous avez un petit livret de référence, hein, qui n'est pas très, très épais, hein, il y a, je ne sais pas combien de pages, d'ailleurs elles ne sont pas notées ici. Mais en fait non, elles ne sont pas notées, je ne sais même pas combien de pages maintenant. Bon, peu importe, c'est pas très très grave. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les tables en fait utilisées par le jeu, donc les coups critiques. Hein, voilà, les coups critiques, hein, parce qu'en fait, oui, on a des coups critiques de feu, de foudre, en fonction des effets, éventuellement des sorts ou d'autres mésaventures, coups critiques de magie noire, etc. Les jets de sauvegarde, enfin, vous avez toutes les tables, les compétences, vous voyez, toutes les compétences. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, jusqu'au niveau 10, ça vous rapporte 5 points dans une compétence, et puis après, ça baisse. La magie, donc comment utiliser la magie, est-ce que vous pouvez lancer un sort? Les voyages, alors je vous ai pas tout à l'heure montré comment marchaient les voyages, mais vous voyez, en fond vous soyez encombré, le type de terrain, ça va vous donner un nombre une distance que vous allez pouvoir parcourir. Vous avez les mouvements aquatiques, la table des vents, si ça se passe pas, si vous êtes dans un endroit particulièrement hostile. Les jets de campement, trouver un refuge, rechercher des herbes, important, les herbes médicinales. La table des périls aléatoires, une météo, machin, etc. Et donc vous avez tout pour agrémenter en fait le voyage de vos personnages, de vos joueurs. Les maladresses, les fumbles sur les armes, ce que je vous ai présenté, la santé et les soins. Alors ça je ne voulais pas trop présenter, mais en fonction de la gravité de vos saignements, hein, parce qu'en fait quand vous perdez des points de vie par round, ça peut aller très très vite, et de vos blessures. En fait, vous avez en fait tout le temps de récupération et qu'est-ce qu'il faut faire pour les soigner. Donc les différents états, mourants, engagés, bon ça c'est, je vous ai pas tout mis, ben, ça c'est des résultats de coups critiques en général. Et création rapide d'adversaires, voilà. Donc vous avez à peu près toutes les tables et ça c'est pas mal du tout, c'est vraiment à mon avis c'est un truc à avoir qui permet effectivement de retrouver tout ça beaucoup plus facilement. Un dernier truc que je vais vous montrer, c'est effectivement l'écran. Alors l'écran, moi je le trouve très très chouette. Alors je ne sais pas si je vais avoir du reflet, ouais, je vais avoir un peu de reflet, mais c'est pas très grave. Alors je vais vous le passer comme ça, voilà. Je vais vous passer l'écran, voilà, l'écran il est comme ça. Donc ce dessin du milieu qui est vraiment, c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment un très bel écran.
Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Donc là, de l'autre côté, bah, en fait, on a essentiellement les tables de combat relatives d'ailleurs, en fait, qui sont vraiment très claires, vraiment très lisibles, et à ce niveau-là, c'est un succès. Voilà ce que je peux vous dire sur la gamme générale alors, qui existe à l'heure actuelle. Alors, reste à sortir en fait, car tout n'a pas été encore sorti à l'heure actuelle, il reste à sortir en fait Aventure Classique, qui est un recueil de scénarios en fait, d'aventures de Heroic Fantasy classique, et Aventure Gothique, qui est également un recueil de scénarios, mais un peu plus dans le style effectivement horreur gothique. On risque d'aller vers quelque chose un peu à la Ravenloft ou dans cette ambiance. Donc voilà. Alors, ma petite conclusion. Alors pour moi, Against the Dark Master, c'est clairement le retour, la résurrection de mon système préféré, celui que j'ai le plus joué dans ma vie de rôliste et qui est un système vraiment fantastique. Ceux qui entendent dire que c'est des systèmes effroyables, que c'est des systèmes qu'il ne faut pas jouer, que c'est un truc, des vieux machins. Alors oui, je sais, moi je suis un vieux machin, mais si vous ne l'avez jamais essayé, essayez-le. Essayez-le parce qu'en fait, alors, bien sûr, ça demande un petit sacrifice. Hein, il faut savoir faire une addition avec 2 chiffres, hein, plus une soustraction. Bon, vous avez des calculatrices hein, sur votre téléphone, éventuellement. Alors, il y a ce petit sacrifice-là, mais d'un autre côté, le rendu cinématographique est absolument fantastique. Hein. Dans les tables de critique, vous avez en fonction si vous avez un casque ou quoi, ça va vous donner un résultat. Le fait de pouvoir mettre en parade ou pas, vous allez avoir des images, votre personnage qui se retrouve à genoux avec un malus d'activité parce qu'il a été touché au coup d'avant, donc se retrouve à genoux face au troll qui va lui abattre sa masse sur la gueule, et ben il va tout mettre en parade pour se défendre, et ça, vous ne l'avez pas dans un autre jeu. C'est clair, ça n'existe pas ailleurs. Hein. Ce rendu-là, vous ne l'avez pas. J'insiste vraiment parce que j'ai lu trop de trucs de contre-vérité et de trucs effroyables de gens qui l'ont sans doute ou peut-être même pas joué, ou alors joué avec un mauvais maître de jeu. Ah, c'était vous le maître de jeu? Je suis désolé pour vous, mais en fait vous n'avez rien compris. Bon, je suis un peu sec là-dessus parce qu'en fait, parce que en général, les critiques sont un peu sèches aussi. Donc moi, je défends mon beefsteak enfin mon beefsteak, c'est pas mon beefsteak. Je défends mon système de jeu préféré qui est vraiment extraordinaire pour moi. Et en fait, ce bouquin nous le ramène devant la scène avec un truc très complet. C'est vraiment très complet. Alors bien sûr, effectivement, il n'y a pas de monde, mais vous avez tous les outils pour le créer. Vous pouvez adapter ça à peu près à n'importe quoi, hein, des rôles de fantasy, vous avez tout pour faire. Et surtout, bon, je ne vais pas vous tous les montrer, hein, parce que ça peut prendre du temps. Mais en gros, vous allez pouvoir, avec ça, rejouer à tout ça. Voilà, vous allez pouvoir rejouer effectivement au sourcebook qui était vraiment fantastique. C'est vraiment des extraordinaire sur les terres du milieu, et pour moi c'est voilà. Donc en fait vous pouvez jouer à ça, mais vous pouvez aussi jouer à autre chose. En tout cas, Against the Dark Master, pour moi, une vraie réussite, un vrai, enfin, je vais pas dire un coup de cœur parce que c'était déjà mon coup de cœur depuis des années et des années, mais en fait une remise quand même au goût du jour, hein, parce que c'est pas que du... hein, par exemple, les tables de fumble, les fumbles ont changé, on a limité le nombre de compétences, on a changé les caractéristiques, ça devient plus des chiffres, aller voir des bonus sur une table, c'est directement un bonus. Donc il y a avec deux, trois trouvailles sur les passions, les pulsions et la voie héroïque, qui sont vraiment très intéressantes. Les dessins qui sont fantastiques. D'ailleurs, en fait, messieurs de Ice... je suis désolé, mais le RMU, j'aime beaucoup le RMU, mais en fait c'est dégueulasse. Hein. Le RMU Rollmaster Unified, hein, les illustrations sont pas belles. Mais bon, ça c'est un autre problème. En tout cas, ce jeu-là est pour moi une vraie réussite. Alors je sais que, enfin j'ai cru comprendre qu'il serait en fait que très peu disponible en boutique. Alors il est disponible sur le site de Leto, je crois, à la commande. Par contre, en boutique, vous risquez de ne pas le trouver très longtemps. Voilà, en tout cas, Against the Dark Master, pour moi, un succès. Et je suis bien content d'avoir mis la main dessus. Voilà, donc c'était un peu mon blabla sur Against the Dark Master. Igor, va ouvrir la porte. Ils peuvent partir.
Igor, il va fermer la porte.